J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que surtout vous allez très nombreux et nombreux à nous suivre. Je n'en doute pas parce que la thématique que nous allons aborder maintenant, le sujet que nous allons aborder maintenant, il est capital pour l'avenir de notre pays. C'est peut-être l'une des émissions la plus importante que nous allons faire parce qu'il s'agit encore une fois de l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants et du futur proche ainsi que lointain dans notre chère Algérie. Nous avons commencé cette journée du 22 mars 2024 par vous expliquer sur le plan juridique et constitutionnel les incohérences et les enjeux de la décision extrêmement grave et inquiétante qui a été prise hier le 21 mars 2024 à la surprise générale, la décision qui a été annoncée une demi-heure 45 minutes avant le ftor, avant la rupture du jeûne d'Al-Ramadan, où il s'agit donc d'organiser des élections présidentielles anticipées le 7 septembre 2024. Nous avons expliqué, nous n'allons pas revenir là-dessus. Regardez l'émission que nous avons intitulée tout à l'heure. Cette élection présidentielle anticipée le 7 septembre 2024, c'est comme si on va jouer à la roulette russe avec l'avenir de l'Algérie. C'est-à-dire que nous avons pris des décisions, les dirigeants algériens plutôt ont pris une décision capitale, mais qui est énormément risquée, sans consulter le peuple algérien, sans lui expliquer, sans lui fournir aucune explication, sans l'associer à cette prise de décision, sans même pas lui donner des gages de garantie pour la stabilité du pays. Pourquoi c'est une mauvaise décision sur le plan juridique, constitutionnel et les risques qu'elle peut engendrer si par malheur cette élection se donne lieu à une situation complexe et rocambolesque, ça on l'a déjà expliqué. Le problème d'aujourd'hui, c'est que la manière dont elle a été faite cette annonce, elle n'était pas du tout politiquement correcte, ni même c'est une manière totalement inédite. Beaucoup ont parlé du scénario de Yamin Zerouel. Ça n'a rien à voir avec le scénario de Yamin Zerouel. Parce qu'Abdelmajid Tebboune, il a fait cette annonce. D'abord, il n'a pas fait de discours, il ne s'est pas exprimé publiquement, il n'a pas fait de déclaration. C'est un communiqué froid de la présidente de la République qui fait suite à une réunion à laquelle ont participé un certain nombre de hauts responsables du pays. Ça n'a rien à voir avec Yamin Zerouel et Jma'a. Rappelez-vous, pour celles et ceux qui n'ont peut-être pas vécu cette période et qui s'en rappellent, c'était en septembre 1998. Yamin Zerouel a fait une allocution radio-télévisée. Il a fait un discours où il a parlé lui-même, il a eu le courage, il a eu l'honnêteté, la sincérité de s'exprimer, de parler au peuple et de lui dire je ne veux pas aller au bout de mon mandat qui se termine normalement en novembre 2000. Lui, il a été élu en novembre 1995 pour 5 ans. Il avait obtenu 60% des suffrages. C'est lui qui a décidé de ne pas aller au bout de sa mission. Septembre 98, il prend la décision de ne pas aller jusqu'au bout. Donc, il a raccourci lui-même, il a démissionné. C'est une démission, c'est un acte de démission. Et donc, il fallait organiser des élections présidentielles anticipées en février 1999. C'est ce qui a permis plus tard l'arrivée au pouvoir de M. Abdelaziz Bouteflika. Et on va pas faire l'histoire ensuite. Donc, la différence, c'est qu'il a mis Zerouel pour des raisons qui lui sont propres. Zerouel, il voulait plus rester président. Il n'était pas d'accord avec la politique de réconciliation nationale, qui a été dessinée, élaborée par les services de renseignement, notamment à l'époque du général Tofir, le général Smaïl Ammari, et qui avait obtenu l'accord d'un certain général important de l'armée le chef d'état-major de l'armée à l'époque, Mohamed Al-Ammari. Donc, Yamin Zerouel n'était pas du tout à l'aise ni d'accord avec ses orientations politiques. J'y vais, je ne suis pas d'accord, on est plus sur la même longueur d'onde, je ne veux pas provoquer de crise politique en Algérie. Il n'a pas été égoïste, il a décidé de partir le plus normalement, en organisant des élections anticipées. Donc Zerouel a parlé au peuple. Là, Tebboune n'a pas parlé au peuple, et là, Tebboune n'a pas envie de partir. C'est ce que nous avons, donc, c'est là l'information que nous vous donnons. Sur les réseaux sociaux, dans certains médias sociaux, certains commentateurs et analystes, non, ça veut dire que Tebboune va partir. On a dit qu'on dans l'émission très urgente que nous avons réalisé hier avant le ftor avant la rupture du jeûne, avant le ftor, pour parler des deux scénarios probables qui justifient cette décision. Nous avons bien dit que dans 70%, le scénario le plus crédible, dans 70% des cas, et avec 70% de chances d'être vrai, d'être réaliste et d'être véridique, c'est le scénario que Tebboune veut faire un passage en force
pour son deuxième mandat. Aujourd'hui, nous avons confirmé au cours de nos investigations que Abdelmajid Tebboune ne va pas se retirer. Ne va pas du tout se retirer, ne va pas démissionner. Il veut rester président de la République, il veut briguer un deuxième mandat, il veut prolonger son pouvoir, mais il a cherché, il a élaboré une stratégie diabolique, machiavélique. Il a voulu dribbler tout le monde pour qu'il puisse être réélu, pour qu'il puisse être conservé dans son poste de chef de l'État de la façon la plus contrôlée, contrôlable, la plus sereine, la moins risquée de son point de vue et dans les conditions les plus sûres pour lui et surtout dans un contexte où son entourage et son clan et ses alliés pourront exercer un contrôle absolu sur le déroulement du processus électoral. Je vais expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Mais d'abord, pourquoi Tebboune ne va pas démissionner? Pour une raison simple, que s'il voulait démissionner, il n'aurait pas réuni les personnes qu'il avait réunies hier, le 21 mars 2024. Il faut savoir qui a été là-bas. Nous allons faire un petit rappel. Qui a été réuni par Abdelmajid Tebboune. Le chef d'état-major de l'armée, Saïd Chenguereha, président du Conseil de la Nation, président de l'Assemblée nationale, le Parlement, Premier ministre, son directeur de cabinet, le ministre de l'Intérieur et le président de l'Autorité nationale indépendante des élections. S'il voulait démissionner, il aurait fait un discours, il aurait fait une déclaration publique, il aurait dit voilà, il aurait annoncé sa décision. S'il voulait partir, il aurait annoncé d'emblée sa décision. Je suis pas prêt à terminer terminer mon mandat, ou là je suis pas prêt à faire un deuxième mandat, et j'organise des élections anticipées pour permettre au pays de vivre une transition sereine. Pas du tout le cas. Quand on voit la composition des personnes qui ont assisté à cette réunion, ça nous rappelle un article de la Constitution, qui est l'article 97. L'article 97, parce que la présence du chef d'État, il n'y a qu'une seule situation. Dans la Constitution algérienne, il n'y a qu'une seule situation où la Constitution algérienne permet de réunir à la fois le chef d'état-major de l'armée avec le président du Conseil de la Nation et le président de l'Assemblée populaire nationale et le Premier ministre. Le Premier ministre et le Premier ministre, ou le ministre de l'Intérieur et le chef d'état-major de l'armée se réunissaient d'habitude, pouvaient échanger, se rencontrer dans le cadre du Haut Conseil de sécurité. Le Haut Conseil de sécurité auquel nous a habitué Abdelmajid Tebboune de 2021 jusqu'à 2024, voire même en 2020, où il a eu lieu à maintes reprises. Le Haut Conseil de sécurité, les Algériens le connaissent, ils ont l'habitude de voir ces réunions, ils ont l'habitude de voir ces rencontres, il y a eu des décrets qui expliquent son fonctionnement, il y a eu le décret présidentiel du 26 décembre 2021 qui explique sa composition, qui explique ses prérogatives, c'est très connu, maintenant c'est très connu, et à partir de janvier, plutôt c'était à partir de 2020, les réunions du Haut Conseil de sécurité se sont banalisées en Algérie. Mais la présence du président du Conseil de la Nation et le président du Conseil ou le président du Parlement de l'Assemblée populaire et nationale, c'est l'article 97, c'est pour déclarer des situations exceptionnelles. C'est pour déclarer l'état d'urgence. C'est pour déclarer l'état de siège. D'ailleurs, l'article 97 le dit, en cas de nécessité impérieuse, le Haut Conseil de sécurité réuni, le président du Conseil de la Nation, le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, le chef du gouvernement selon le cas, et le président de la Cour constitutionnelle, consulté, le président de la République décrète l'état d'urgence ou l'état de siège pour une durée maximale de 30 jours et prend toutes les mesures nécessaires au rétablissement de la situation. 30 jours. La durée de l'état d'urgence ou de l'état de siège ne peut être prorogée qu'après approbation du Parlement siégeant en chambre réunie. Il faut que les sénateurs et les conseils de la nation et l'APN, il faut qu'elles soient réunies. Ça, c'est l'article 97. L'article 98 parle aussi de menaces contre l'intégrité territoriale, etc. Et là, le président de la République peut réunir aussi le président du Conseil de la Nation, le président de l'Assemblée populaire nationale, le président de la Cour constitutionnelle et les membres du Haut Conseil de sécurité qui sont les premiers ministres et le chef d'état-major de l'armée. Ce sont les deux membres les plus importants après celui du président de la République. Donc, l'article 97, l'article 98 parle de situations d'urgence, de situations exceptionnelles, d'état de guerre. Et c'est les seules situations qui justifient une réunion provoquée par le chef de l'État en présence du chef d'état-major de l'armée et du Premier ministre avec les responsables de la Cour constitutionnelle, de l'APN et du Conseil de la Nation. Donc,
ça ressemblait à une tentative de provoquer ou de déclarer l'état d'urgence. C'est la seule explication. Sinon, voilà, il n'a pas convoqué d'autres ministres. Pourquoi il n'a pas parlé avec d'autres responsables? C'est une façon de dire, attention, nous sommes dans une situation d'état d'urgence. L'état d'urgence n'a pas été déclaré lors de la réunion du 21 mars. Il n'y a pas eu d'état d'exception. Mais il y a eu élection présidentielle anticipée. Donc, on a fait peur aux Algériennes et aux Algériens. Ça a marché parce que les gens ont eu peur. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi une élection présidentielle anticipée? Pourquoi c'est pas un haut conseil de sécurité? Ou je déclare la Cour constitutionnelle? Ou je déclare le Conseil de la Nation? En réalité, Al-Majid Tebboune a déclaré l'état d'urgence sans le déclarer ouvertement. Il a dribblé, il a fait comprendre, il a conditionné l'opinion publique algérienne, la population algérienne, il a conditionné l'opinion publique, il a placé les Algériennes et les Algériens dans les conditions mentales et psychologiques d'un état d'urgence ou d'un état d'exception sans le déclarer. Parce que pour le déclarer, il manouche le motif. Tebboune ne peut pas déclarer l'état d'urgence ou l'état d'exception. Il n'y a pas de terrorisme, le pays n'est pas en guerre, on n'a pas été agressé, le Maroc n'a pas agressé l'Algérie, Israël n'a pas attaqué l'Algérie, le Mali n'a pas attaqué l'Algérie, l'Algérie n'a pas attaqué ces pays-là. Donc nous ne sommes pas en guerre. Donc il n'y a pas de motif juridique permettant à Abdelmajid Tebboune de déclarer l'état d'exception. Donc, mais en réunissant, en convoquant une réunion préalable à l'étude d'un potentiel une réunion préalable pour décréter potentiellement un état d'exception, ou un état de guerre ou un état de siège, il a conditionné la population algérienne, il a exercé une pression psychologique sur la population et il a signifié, je crois, un message, élection présidentielle anticipée, parce que nous vivons un contexte exceptionnel. C'est parce que nous sommes dans un contexte exceptionnel que nous devons organiser des élections présidentielles anticipées. Pas d'explication formelle, pas d'argument juridique, pas d'argument constitutionnel, pas de discours, pas d'assurance, pas de garantie, mais juste une stratégie, faire peur, inspirer la terreur, préparer les Algériennes et les Algériens à un éventuel état d'exception, un état d'urgence pour justifier des élections présidentielles anticipées. Alors, donc, le processus, la manière de faire de Tebboune ne relève pas de la volonté de quelqu'un qui veut partir. Quelqu'un qui veut partir ne fait pas paniquer le pays. Zerouel, quand il est parti, n'a pas créé de panique. Dès le discours à la télé, je vous aime bien, vous aurez un nouveau président en février 1999. Tebboune, non. Tebboune a besoin de créer une situation d'urgence, a besoin de créer de la panique, a besoin de créer une atmosphère très tendue. Il prend le risque de faire basculer, il l'a fait. Maintenant, l'Algérie, elle est perçue comme un pays instable, comme un pays qui n'est pas sûr, comme un pays qui vit une situation particulièrement exceptionnelle, parce que si le pays était stable, il était sûr, on aurait pu organiser les élections le plus normalement du monde en décembre 2024. Et donc, il a préféré déstabiliser le pays pour préparer quoi? Son passage en force du deuxième mandat. C'est un passage en force. Allez, un passage en force. Tu commences par la pression, par faire peur. Déjà, les candidats qui vont se présenter, qui voudront défier Abdelmajid Tebboune n'auront pas le temps de se préparer. Tout le monde pensait que les élections auront lieu en décembre 2024. Donc, il y a des personnalités politiques, il y a des partis qui ne se sont pas encore préparés, qui étaient dans l'attente, qui étaient attentistes et qui voulaient savoir ce que Tebboune va décider. Et là, Tebboune, il est très malin, très rusé. Il n'y a pas que lui, c'est son clan. C'est pas lui qui a dessiné uniquement sa stratégie. Sa stratégie a été dessinée avec la participation, la concertation, la complicité de Saïd Chengriha. C'est Saïd Chengriha et Tebboune qui ont dessiné ensemble sa stratégie. C'est quoi ça? On déclare, on donne une date. La date, elle a été donnée. C'est une date imprévue, surprenante. Donc, les gens qui ne sont pas prêts, parce que il faudra réunir les conditions, pas de candidats. Il faut réunir les parrainages, il faut préparer le dossier, il faut avoir des financements. Or, la campagne électorale va commencer à partir du mois d'août et la convocation du corps électoral sera à partir du mois de juin. Donc on aura le mois d'août pour faire une campagne électorale au mois d'août, c'est très compliqué. C'est des périodes des congés, il fera très chaud, il y aura probablement des températures caniculaires. Rappelez-vous le Hirak pendant août 2019, il était quasiment vide.
Même pendant la crise politique de 2019, où le Hirak était très populaire, les gens ne manifestaient pas beaucoup, parce qu'ils étaient fatigués, le mois d'août c'est la nonchalance, on veut se reposer, on veut retrouver ses parents, les universités sont vides, les écoles sont vides, les fonctionnaires prennent des congés, c'est des élections qui vont se dérouler clairement au cours du mois d'août. Ce sera le mois pendant lequel mobiliser des personnes, fédérer organiser des rassemblements, organiser des meetings, organiser des réunions, ça sera très difficile. Ça sera une entreprise hyper compliquée parce que c'est une période qui n'est pas propice à la mobilisation, ni à l'organisation des actions de masse, ni à l'organisation des actions politiques des coups de poing, ni à la protestation, ni à la contestation. Chef, non, le pouvoir a bien vu qu'en août 2019, ça c'est le Hirak s'est beaucoup affaibli avant de reprendre de la vigueur, avec notamment la rentrée universitaire et la rentrée scolaire et la rentrée sociale entre septembre et octobre 2019. Donc le pouvoir algérien a tiré les leçons. Il veut des élections contrôlées, contrôlables, et verrouillé. Et verrouillable. Verrouillé pourquoi? Parce que t'as pas le temps. N'importe quelle personne qui veut défier Abdelmajid Tebboune, qui veut participer à ces élections, n'aura pas le temps. Déjà, on a fait un dan. Il faut préparer le dossier dès maintenant. Il faut il faut l'envoyer, dès le 8 juin, on peut commencer à envoyer les dossiers. On sera en plein été. Ça va être compliqué. En plus, Tebboune, son intelligence, le vice, c'est quoi? C'est qu'il n'a pas dit s'il va se présenter ou pas. Il fait planer le suspense. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnalités qui attendent de savoir si Tebboune va se présenter ou pas pour manifester leur intérêt. Qu'il y a des personnalités très crédibles qui ont des connexions au sein de l'armée, qui ont des connexions au sein des services de renseignement, qui ont même une certaine popularité, qui sont prêts à participer aux élections, qui veulent devenir président de la République, qui veulent changer l'Algérie, qui veulent arriver au pouvoir et changer le mode de gouvernance. Mais elles se disent quoi ces personnalités? Si Tebboune se présente, parce que si Tebboune veut un deuxième mandat, ça veut dire que Saïd Chengriha et l'armée lui ont donné leur bénédiction et le feu vert, ils l'ont assuré qu'ils vont le soutenir et l'administration sera à ses côtés. Donc ce sera un match qui sera inéquitable. Ce sera une compétition inéquitable. Ce sera une compétition ce sera un match qui ne sera pas réglo, ce ne sera pas une compétition loyale. Parce qu'il y a toujours, à la Bakoum, le soutien de l'armée, le vote des militaires, le vote des fonctionnaires, la neutralité de l'administration ne sera pas garantie quand le président en exercice, qui a toutes ses équipes au sein du pouvoir, va se représenter. Donc, Houwa Tebboune, il va pas déclarer sa candidature maintenant, vous allez voir, il va rien dire pendant le mois de Ramadan. Il va attendre le mois d'avril, peut-être jusqu'à la fin du mois d'avril, il bat le waqt. Et donc, ses adversaires vont être dans l'expectative, ils sauront pas quoi faire. Est-ce que je fonce pas. Est-ce que je me positionne pas. Houwa, il gagne du temps, il risque même de déclarer sa candidature jusqu'au mois de mai. S'il déclare sa candidature au mois de mai, alors il bat le waqt. Celui qui voudra le défier n'aura pas beaucoup de temps. Celui qui voudra ne pas le défier, là, il est éjecté. Celui qui voudra quand même tenter le risque, ou faire des manœuvres, ou tisser des alliances, ou essayer de convaincre Chengriha de ne pas soutenir Tebboune, ou essayer de faire des manœuvres pour que l'entourage, pour que l'état-major de l'armée, qui essaye d'exercer des pressions sur Chengriha pour ne pas soutenir Tebboune, ou là, ils n'auront pas le temps nécessaire. Parce que, entre mai et juin, c'est le dernier virage. Même la campagne électorale mois d'août, on met le vote le 7 septembre. La marge de manœuvre de torpiller le deuxième mandat, ou d'organiser des actions au sein du pouvoir, comme à l'extérieur du pouvoir, ou les possibilités, les scénarios pour affaiblir les soutiens de Tebboune, pour affaiblir ses réseaux, pour les déstructurer, pour en compromettre le deuxième mandat, ces manœuvres-là ne pourront pas avoir lieu ou elles n'auront pas la force nécessaire, elles n'auront pas l'impact souhaité puisqu'elles n'auront pas elles ne pourront pas être organisées dans des conditions les plus idéales pour contrecarrer le deuxième mandat. Le cas Tebboune, je suis candidat dès maintenant. On a jusqu'à décembre 2024 pour les élections. Les adversaires de Tebboune ont largement le temps de s'organiser, de se structurer, de faire du lobbying, de récolter des financements, de préparer la campagne, de choisir des candidats, de faire des alliances avec des médias pour casser le deuxième mandat de Tebboune. Mais là, ils n'auront pas le temps. Ils n'auront pas le temps. D'autant plus que là, à la date des élections,
ما عندناش encore l'annonce du président Tebboune. Donc Tebboune va attendre la dernière minute, Ramadan certainement, peut-être même jusqu'au mois de mai. Ensuite, ces réseaux vont se mettre en place. L'administration, une grande partie de l'administration peut être de son côté, une autre ne peut ne pas être de son côté. L'armée, Saïd Chengriha est de son côté. Il se lance rapidement dans une pré-campagne juin-juillet. La campagne commence au mois d'août. Été, canicule, feu de forêt, les vacances, les départs, l'arrivée des immigrés, des tchalat. Donc ça va se passer, les gens ne vont pas s'intéresser à la campagne. Elle risque de passer totalement inaperçue avec l'absence en plus de candidats. Il n'y aura pas de candidats poids lourds, il y aura des candidats fantomatiques parce que voilà, les candidats sérieux n'auront pas eu le temps de se présenter, de se préparer, d'affûter leurs armes. Ils n'auront pas eu la possibilité de batailler à la régulière avec Tebboune. Ou Djouz, comme une lettre à la poste, où Tebboune va réaliser son deuxième mandat. Voilà ce qui risque de se passer. C'est un passage en force. Passage en force, pourquoi? Le jeu est verrouillé. C'est verrouillé. Donc les personnalités les plus crédibles qui pourront menacer ou la perturber Abdelmajid Tebboune et son projet de deuxième mandat sont éjectés par des conditions très sévères de la loi électorale de mars 2021. En plus, ils n'auront pas le temps nécessaire de choisir ou là de faire des alliances parce qu'on ne peut pas devenir président en Algérie si on n'a pas des alliances au sein du pouvoir. Ça on sait. S'il n'y a pas quelques généraux qui soutiennent une candidature, s'il n'y a pas des médias qui soutiennent une candidature, s'il n'y a pas des lobbies économiques qui soutiennent une candidature, cette candidature n'a aucune chance de percer lors d'une élection présidentielle en Algérie. De deux, le contexte est totalement hostile à l'organisation d'une élection. On ne peut pas faire campagne agréablement au mois d'août. On ne peut pas parcourir le pays au mois d'août. Je connais l'Adrar, ou le Janet, ou le Tindou font plein mois d'août. Où il fera plus de 50 degrés. Qui pourra faire des meetings? Le peuple sera dans un état de torpeur. Les universités vides, les écoles vides. Faire des manifestations, c'est hyper compliqué. C'est extrêmement compliqué. Et en tout cas, c'est assez difficile. Et on l'a bien vu avec l'expérience du Hirak en août et juillet 2019. Quatrième, silence, pas de débat, pas de polémique. Ce sera des élections insipides, inintéressantes. Et du coup, la population va se désintéresser. Il y aura un taux d'abstention record, comme pour le référendum de novembre 2020, comme pour les élections législatives de 2021. Et ben voilà. Et Abdelmajid Tebboune pourrait ensuite acter son deuxième mandat le plus normalement possible et assurer son passage en force. Et donc, il va gagner 3 mois, alors que son mandat présidentiel expire le 19 décembre. Lui, dès le 7 septembre, il peut confirmer le prolongement de son pouvoir pour 5 années supplémentaires. Donc, il va économiser 3 mois. Il va économiser toute l'énergie nécessaire qu'il devait mobiliser pour préparer la rentrée sociale, pour faire face éventuellement à des risques d'émeutes, à des risques de grève, à la manifestation des étudiants, à un danger ou à un risque élevé de reprise du Hirak. Au mois d'août, des congés, tout le monde sera en congé, le pays sera paralysé, les rues seront vides, les administrations seront vides, tout est plus contrôlable, les services de sécurité seront fortement mobilisés pour assurer un contrôle absolu de la rue, des urnes et des bureaux de poste, des bureaux de vote, pardonnez-moi. Et encore une fois, le deuxième mandat va passer comme une lettre à la poste. Voilà ce qui risque de se passer, Eshma. Avec un fort taux d'abstention, il n'a pas besoin de beaucoup de... Il n'a pas besoin d'un taux mais avec 5-6 millions de personnes qui vont voter, les corps constitués, les fonctionnaires, quelques Algériens naïfs, etc. Il peut faire passer son deuxième mandat où il va garantir ainsi son maintien au pouvoir pour, pour 5 années supplémentaires. Il faut juste 23, 22, 24, un taux de participation à 23, mais pas 25%, et il pourra s'offrir son deuxième mandat tant espéré, sans aucune résistance farouche. Voilà le scénario du passage en force que prépare Tebboune avec Saïd Chengriha et son clan en prévision de ces élections présidentielles du 7 septembre 2024.